Au Canada pour un mois, j'ai cherché à échanger avec des décroissancistes, comme ils disent là-bas. Via internet, j'ai contacté le mouvement québécois pour une décroissance conviviale. Yves-Marie, un de ses membres, m'a invité à une réunion du comité décroissant pour l'organisation du Forum social mondial, qui aura lieu en août 2016 à Montréal. Je me suis donc rendu à HEC Montréal, où avait lieu la réunion. C'est là que commence ce film. On va commencer. Qui es-tu? Donc, qui je suis? Donc, je m'appelle Stéphane Chalmot et j'ai commencé un doctorat sur la décroissance en septembre 2015, donc ça fait quelques mois. Et après, moi personnellement, je suis français, je suis arrivé ici quand j'étais assez jeune, à 12 ans, et depuis je fais des allers-retours entre la France et Montréal. Moi, je m'appelle Serge Mongeau. Je suis un militant québécois de plusieurs mouvements depuis longtemps, mais actuellement, je suis dans le mouvement de transition, dans la simplicité volontaire et un peu dans la décroissance parce que le mouvement est plutôt au ralenti de ce temps-là. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, puis je suis étudiante au HEC en maîtrise, en gestion, en contexte d'innovation sociale. Je m'appelle Abrielle, puis en fait, je viens de Montréal, donc une Canadienne pure laine. Puis je suis rendue maintenant en maîtrise au HEC, en gestion d'innovation sociale. Donc, je m'appelle Yves-Marie Abraham. Je suis donc français d'origine. Je suis venu à Montréal parce que j'avais besoin de bosser. Donc on est dans le sujet. Donc, et qu'on m'offrait ici un poste de professeur. Pour toi, qu'est-ce que la décroissance? Comment la définis-tu? La décroissance, c'est... Le mot décroissance, c'est un peu un mot obus, en fait, pour vraiment montrer et appuyer sur le fait qu'on va contre la croissance économique et contre le capitalisme. En gros, c'est ça la décroissance. C'est un mot qui percute, en fait, l'imaginaire des gens. Ce qui reste ouvert, c'est est-ce que c'est un projet politique, est-ce que c'est un mouvement social, est-ce que c'est une idéologie? Bon, c'est probablement un peu tout ça. Pour l'instant, c'est encore en devenir sur ce terrain-là. Si je le prends sur le terrain des idées, pour moi, la décroissance en fait combine des critiques qui existaient avant elle, mais qui par contre dans leur combinaison n'existaient pas, je crois. Donc l'originalité de la décroissance, c'est la combinaison de différentes critiques. Donc, je dirais les trois grandes critiques. Il y a la critique écologique, évidemment, qui est la première, mais il y a aussi la critique sociale. Donc là qui nous amène sur le terrain plutôt de la pensée des années du 19e siècle, enfin, donc la pensée socialiste, le communisme. Donc là on est sur leur terrain. Et puis une critique peut-être plus politique, qui serait une critique notamment de la technique, mais une critique aussi de l'économie, qui serait plus politique, qui serait aussi plus philosophique en fait. Donc là, qui tournerait autour de la notion négative de l'aliénation et de la notion positive de l'autonomie en fait. Donc voilà, donc ça nous ramène à trois valeurs de base. La première, ce serait la soutenabilité sur le plan écologique, le respect de la vie sur Terre. La deuxième, c'est la question de la justice, alors qu'on peut aborder de plein de façons. Moi, je l'aborde
assez simplement, pour ce qui est de la justice entre les humains, je me sens assez à l'aise avec la formule, la vieille formule socialiste, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, qui pour moi est c'est vers ça qu'il faut qu'on tende, au moins entre les humains. Mais ici, un des intérêts d'être venu au Québec, ça a été aussi de rencontrer, plutôt dans les milieux anglo-saxons, des gens sensibles à la question de la justice animale, et donc d'intégrer dans cette question de la justice aussi la question de la souffrance animale. Et puis donc la troisième valeur, la troisième valeur pour moi, c'est celle de l'autonomie. Donc il y a un autre mot pour liberté, mais je préfère autonomie parce que pour se rapprocher d'une position à la Castoriadis par exemple, et pour se distinguer de la liberté libérale, quoi. Donc avec la fameuse formule de Benjamin Constant, je pense. Finalement la liberté, c'est la sécurité dans les jouissances privées. Donc ça, c'est effectivement ce à quoi beaucoup de nos contemporains sont attachés. Et c'est pas ça qu'on vise, évidemment. C'est plutôt la possibilité de pouvoir collectivement se délibérer, discuter et décider des normes de notre vie collective. Bon, c'est ça, plutôt que d'être soumis à des normes, à des logiques qui nous dépassent, qui sont celles de l'économie, qui sont celles du capitalisme d'une part, ou qui sont celles des machines, ou des systèmes techniques, quoi. Donc qui nous imposent leur logique, qui nous imposent leur rythme, qui nous imposent un tas de choses, finalement. Que fais-tu pour y tendre? Donc ça c'est une question bien difficile, donc parce que je trouve que c'est quand même dans notre monde qu'on vit en ce moment, c'est assez difficile de tendre vers la décroissance. Mais qu'est-ce que je dirais, c'est vraiment personnellement, j'essaie de faire des choix bons pour l'environnement. Donc, je vais prendre mon vélo le plus possible, des choix comme ça. Donc, c'est vraiment des choix personnels que je fais qui, selon moi, qui ont un bon impact autant sur la société que sur l'environnement. Donc, que ce soit la façon que je m'alimente ou que je me déplace et que je vis aussi. Mais comme je dis toujours, si je pouvais vivre en totale cohérence avec mes valeurs, je ne voudrais pas changer le monde. Je n'appellerais pas à la décroissance. Je pense que c'est bien parce que justement on ne peut pas vivre en cohérence avec un certain nombre de nos valeurs essentielles qu'il faut changer. Donc ça c'est sûr que finalement c'est le gros de ma vie, hein, ce travail, donc qui est surtout un travail de sensibilisation. Qu'est-ce que je fais personnellement pour le tendre, c'est d'essayer d'informer les autres. Dans le fond, d'en parler à plusieurs personnes dans mon entourage, que ce soit par les réseaux sociaux, en parlant tout simplement. Puis je les invite à des conférences, justement pour les instruire sur c'est quoi la décroissance. Je ne juge pas les gens autour de moi parce que, en effet, eux, ils achètent plein de trucs que je trouve, moi, inutiles, quoi. Peut-être que les gens vont penser la même chose de moi, mais c'est sûr que ça mérite réflexion et quand je peux, j'en parle avec eux, mais c'est pas ça qui... Comment dire? Ça compte, mais c'est pas... ce qui compte, c'est la valeur de la personne que tu as en face de toi en tant qu'être humain. Et ça peut aussi être des gens super, mais qui n'ont jamais mené cette réflexion sur la consommation et tout, et qui consomment n'importe comment. Donc voilà, faut pas non plus être trop sectaire ou quoi, ou se couper des autres à cause de ça, je trouve. Ça c'est important, je trouve, pour la décroissance. Faut pas venir culpabiliser les gens, de dire que vous faites ça mal, vous faites ça bien, mais c'est vraiment de dire, regardez, on vit dans ce monde-là, mais il y aurait peut-être une possibilité d'aller ailleurs, de vivre différemment, peut-être mieux, peut-être d'une meilleure façon. Donc ça serait venir les instruire, leur dire, regardez, il y aurait peut-être d'autres façons de vivre, puis en ce moment on est dans ce monde-là, qui malheureusement nous amène pas une liberté d'action, qui nous enferme un peu dans un cadre restreint. Pour gagner tout simplement sa vie dans notre société de consommation, mais les gens sont esclaves de leur travail. Écoute, on est rendu au Canada que 20% des Canadiens travaillent 50 heures ou plus par semaine. Donc les gens sont dans une tension constante finalement, et la vie des gens finalement se gaspille à travailler. Hein. Moi, j'en rencontre des gens qui, à 60, 65 ans, disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai enrichi mon patron, puis c'est à peu près tout finalement. J'ai même pas vu mes enfants parce que je travaillais tellement que j'avais pas le temps de m'occuper d'eux autres, de vivre,
ça n'a pas de sens. Et c'est ça, moi je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, de rendre les gens conscients de leur aliénation. Parce que, oui, c'est une aliénation qui est douce en même temps. C'est clair que, ben oui, on a de quoi manger, on n'a pas le ventre vide. Oui, on a des maisons qui nous permettent de se loger convenablement, etc. Donc, on peut, oui, vivre une vie occupée. Mais occupée à quoi? C'est quoi le sens de cette vie-là? C'est peut-être pour ça que le capitalisme est vraiment bien ancré, puis qu'on a, on va dire, on a de la difficulté à se faire une place, parce que le capitalisme se fonde sur justement sur une façon de faire que les gens vivent comme ça sans vraiment se remettre en question. C'est quand même facile. Donc, ils sont tellement, j'ai juste le mot en anglais, mais powerful, là, comme tellement de pouvoir, qu'ils vont dire, ben, on fait ça, et voilà la structure, et voilà. Ouais. Puis les gens sont juste comme, ok, moi je fais ça. Puis la décroissance, on arrive tout gentiment, ben, tu sais, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça. Ouais. Donc il y a trop de choix, il y a trop de façons de faire. Les gens sont comme, mais qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas. Ouais, puis il y a même aussi, tu sais, toutes les révolutions industrielles, tout ça, on est passé du cheval à la voiture, donc c'était quand même facile de faire accepter aux gens d'avoir plus de liberté, de pouvoir parcourir plus de kilomètres. Ouais. Là, aujourd'hui, on leur dit, non, tu sais, il faut arrêter la voiture. Le changement qu'il faut qu'on fasse, c'est certainement un changement collectif. C'est quand même que j'aurais les meilleures idées au monde pour moins consommer. Ben, si ma ville est organisée, qu'il y a de mauvais transports collectifs et que pour la moindre des choses, il faut que je prenne à ce moment-là une auto, ben, je vais être obligé d'avoir une auto et on voit bien comment beaucoup de gens sont contraints de consommer simplement pour survivre dans notre société. Tu sais, il y a beaucoup d'emplois, par exemple, où l'emploi est tellement loin qu'il faut que tu aies une auto pour te rendre parce qu'il n'y a pas de transport collectif. Alors, c'en est un exemple. Donc, il faut qu'on réorganise nos collectivités, il faut qu'on fasse nos villes, il faut que nos villes donnent priorité aux citoyens et non aux autos comme c'est le cas actuellement. Selon toi, comment adviendra le moment où la décroissance sera obsolète? Bon, c'est sûr que si on reprend là, les discussions autour de ça, la décroissance ne devrait être qu'une transition, un moment où on dit bon, on va faire moins, pour arriver à un stade où on pourrait à ce moment-là cesser de faire moins, parce que bon, une décroissance infinie serait aussi insensée qu'une croissance infinie, donc c'est sûr que c'est forcément un moment. Ça m'a fait penser à une théorie intéressante de Thomas Kuhn sur les révolutions scientifiques. Et en fait, cet auteur, il dit qu'il existe une science normale et que la science, elle passe par des cycles. Et que donc, il y a des cycles, il y a des phases de normalité de la science où on a des paradigmes qui permettent de construire des théories qui nous permettent de comprendre le monde de façon adaptée. Et du coup, tant qu'on est dans une phase comme ça marche bien. Mais qu'il y a un certain moment où en fait on observe le monde et les scientifiques observent le monde et ça ne correspond plus à ce qu'on voit en fait. Nos théories, elles sont plus capables d'expliquer correctement le monde. Et dans ces cas-là, la science entre en phase de révolution et du coup on vient secouer les paradigmes sur lesquels toutes les théories sont construites. Et on vient secouer ces paradigmes et les changer et les modifier ou les questionner. Et je pense que la décroissance, ça fait partie de ça pour la science économique, entre autres. On peut imaginer que si on suit les théories de Thomas Kuhn, il va y avoir une phase où on aura une science économique qui prendra en compte l'écologie, notamment, ça existe déjà un mouvement qui s'appelle Ecological Economics en anglais. Donc, en gros, c'est un peu le volet économique de la décroissance. Beaucoup, eux, ils s'intéressent moins à la critique sociologique, mais beaucoup plus à la critique économique. Et je pense que cette économie-là va devenir l'économie normale d'ici peut-être, je ne sais pas combien d'années là. Bon, là, c'est vraiment des prévisions. Et peut-être que ce jour-là, la décroissance, en tout cas le volet
écologique de la décroissance sera devenu obsolète parce qu'il sera devenu la norme en fait. Donc pour toi, ça passera par le champ scientifique. Qu'elles soient rendues obsolètes? Je pense pas que la science économique ou quoi soit capable de nous donner les clés ou de nous dire comment il faut mettre en pratique la décroissance. La décroissance s'intéresse beaucoup aux initiatives qui apparaissent tous les jours dans tous les coins du monde et qui font les choses autrement. Et je pense que c'est ces initiatives-là qui vont créer un autre monde. J'ai l'impression que si tu analyses un petit peu l'histoire, tous ces changements-là se sont faits au travers de crises en fait. Puis me demander quelle va être la crise. On est peut-être déjà dans la crise, mais est-ce qu'elle va être violente ou non? Je suis moins sûre. Mais moi en tout cas, je suis dédiée à ce mouvement-là, puis je me battrai jusqu'au bout, même si adviendra ce qu'il adviendra. Donc t'arrives pas à imaginer comment ça peut se faire. Enfin, Ok, tu veux que je sois super optimiste. Non, mais tu t'imagines ça dans la violence et dans la crise, quoi. Bah, j'ai l'impression en fait que les gens vont vraiment se poser des questions quand ils vont plus rien avoir à bouffer en fait. Voilà. C'est ça qui va se passer. Okay. Tu les vois, on se voit, je fais partie de ces gens-là, je suis pas Madame Décroissance, je suis la conscience, non. On est tous à avancer au même rythme, on se lève, on pisse, on chie, on va travailler, puis on revient, puis on doit payer nos choses, puis on doit travailler. Donc on fait partie de ce système-là, donc malgré nous, tu sais. Donc ouais, c'est... Non, mais je pense qu'il y a vraiment de l'espoir sur le fait que l'individu, puis les collectifs, justement, créent des projets alternatifs, donc plus communautaires, plus gentils. Mais finalement, tu sais, je sais pas, hein, c'est le fric qui prime. Hein. On doit rechercher du fric pour vivre. Donc, comment tu recherches du fric, des fois, c'est pas très joli, quoi. Donc, je vois deux alternatives. Soit qu'on réussit justement à planter des graines un peu partout, puis que ça va que ça va pousser, puis que justement les gens vont devenir de plus en plus conscients, puis ils vont faire des choix mieux pour le futur, les générations futures, et que tranquillement un changement va se créer. Parce que veux pas, on voit dans la ville, bon, il y a déjà des personnes qui se conscientisent, il y a des gens des communautaires, peu importe, la communauté se rassemble. Un jour, quand on va juste ralentir notre rythme de vie, puis juste apprécier le moment présent et de vivre décemment, j'espère que ça va se faire comme ça. Sinon, malheureusement, il y a l'autre option qui est de se dire, eh bien, peut-être dans 20 ou 30 ans, quand on va réaliser que nos ressources naturelles sont épuisées, puis qu'on sera juste plus capable de vivre, ben, peut-être que là, le changement va se faire drastiquement, puis les gens vont se mobiliser ensemble très fortement et très rapidement pour trouver des alternatives. J'espère que ça va être des bonnes alternatives, mais comme parfois on parle, c'est que s'il y a ce changement drastique, mais qu'il y a déjà eu des petits, dans le fond, des petites graines de planter, ben peut-être qu'on va adopter justement ces pratiques-là qui sont déjà mises en place, qui sont déjà bonnes. Et comment le passage va se faire? Ben, va se faire, d'après moi, par le communautaire, par le collectif, par des petites unités. On va revenir aux communes, finalement. Et pour moi, ça serait ça, la meilleure structure politique, qu'on ait des petites communes un peu partout qui se regroupent sur certaines choses avec certaines autres communes selon les intérêts, puis qui finalement peut-être font des alliances avec d'autres communes pour d'autres choses, mais finalement des petites communes où la vraie démocratie puisse se faire et où ben, les gens retrouvent leur autonomie, puis cessent de finalement là, aller guerroyer un peu partout sur la terre pour assurer leur surconsommation. Ça n'a pas de sens ce qui se passe actuellement. Je pense que la décroissance comme bifurcation civilisationnelle, on aurait été quelques-uns à souhaiter et à promouvoir,
Je pense que ça reste quelque chose de possible. Bon, sinon, je ne ferais pas ce que je fais, je ferais autre chose, je sais pas, mais je lirais de la philosophie, et puis c'est tout. Mais ce qui est le fun. Mais donc je pense que ça reste possible. Je pense que ça reste possible d'arriver à bifurquer avant l'effondrement. Maintenant, ça c'est le possible. Le probable, à mon avis, c'est pas ça. Le probable, c'est que les choses s'effondrent plus ou moins rapidement, plus ou moins abruptement, et qu'effectivement les conditions de vie soient telles qu'on s'engage dans une décroissance qui sera en partie subie en fait, et qu'à ce moment-là peut-être que tout ce qu'on aura fait, penser, préparer va aider, va aider à faire que ça soit moins douloureux, moins pénible, moins injuste. La version optimiste. Ouais. Comment tu vois ça? Comment je le vois? Moi je trouve que les plus... C'est ceux qui m'aident à répondre à ta question. C'est la petite équipe qui a écrit un projet de décroissance, où ils ont essayé quand même de prendre à bras le corps cette question-là, en disant qu'est-ce qu'on peut promouvoir d'abord comme solution globale, et puis même qu'est-ce qu'on peut envisager comme scénario. Donc celui qui me convainc le plus, je crois que c'est aussi celui qui les convainc le plus, c'est cette espèce de dissémination d'alternatives concrètes, qui sont elles-mêmes des moyens de vivre dans un contexte d'austérité, etc. Pour beaucoup de gens. Pour d'autres, c'est plus politique, mais je pense que les deux sont mêlés. Donc, développement d'alternatives concrètes, possibilité pour un nombre grandissant d'humains de vivre sans être absolument obligés de passer toute leur journée à aller vendre leur peau sur le marché. Donc se donner, commencer à se donner une forme d'autonomie, sans doute très lourde à assumer, avec des coûts, c'est du boulot, mais c'est peut-être là que ça commence. Jusqu'à un point où finalement des autorités politiques en place, tant qu'elles sont en place, voient un intérêt peut-être à soutenir ce genre d'initiative, parce que ça va s'avérer moins coûteux que de mettre en place des grands programmes d'aide sociale, d'entretenir de vastes institutions très coûteuses, que ce soit l'institution scolaire, l'institution médicale, et que finalement on se rende compte que y a des humains qui s'en sortent pas si mal en développant leur propre manière de faire. Donc à ce moment-là, on se rapproche on peut se rapprocher de cette stratégie de masse critique, où finalement on arrive à un niveau de croissance de ces alternatives qui devient visible pour de plus en plus de personnes, qui devient peut-être désirable pour de plus en plus de personnes, qui offre à des étudiants qui se posent la question qu'est-ce que je fais de ma vie, dire je plonge là-dedans, il y a moyen d'y vivre sans rentrer dans le jeu. Donc ça me paraît être intéressant. Ce soutien, il peut prendre des formes plus ou moins radicales, et ça commence par offrir le transport collectif à tout le monde dans une ville comme Montréal par exemple, très clairement assumer ça, et par contre faire payer plus cher l'usage de l'automobile par exemple pour aller chercher des sous. Donc ça c'est des choses qui sont faisables, qui sont déjà expérimentées, donc pourquoi pas. Donc ça, c'est les formules les plus simples, donner accès le plus possible tout simplement à des espaces pour cultiver, pour fabriquer, pour réparer. Donc là aussi, je pense que les villes, sans trop de coûts, pourraient favoriser ce genre de choses. Donc c'est pas quelque chose d'insensé. Et puis le stade ultime, c'est ça, que devant ce succès, la municipalité de Montréal décide de mettre en place quelque chose comme une dotation inconditionnelle d'autonomie, et puis que ça soit carrément pensé comme un dispositif municipal. Avec donc cette dernière étape qui est la plus délicate évidemment, que les auteurs d'un projet de décroissance mettent quasiment en note de bas de page dans leur livre, c'est évidemment l'expropriation. C'est-à-dire que si on veut en arriver vraiment là, si on veut vraiment s'approcher d'une situation dans laquelle tous les humains auraient un même accès à des conditions matérielles d'existence, ça suppose effectivement des formes d'expropriation, donc ça suppose de questionner le droit de propriété, d'en limiter beaucoup l'usage. Donc, mais là, je me retrouve bien dans la position des Français, là, ou de Michel Lepezan en France, qui dit il faut repousser le plus loin le moment de prendre des mesures qui fâchent, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on descend tout de suite dans la rue en disant la propriété privée,
bon, on va rire de nous, ou alors au pire on va nous taper dessus, mais c'est pas. Donc il vaut mieux essayer de ménager des espaces d'autonomie, je crois. Bon, mais là, il faut faire. C'est juste une façon de faire de nécessité vertu, je crois, compte tenu du rapport de force. Mais pour arriver ensuite à un moment où on peut convaincre que cette étape-là, elle est peut-être pas si illégitime et si violente que ça, quoi. Enfin, montrer qu'il y a quelque chose de très pertinent à arriver jusque-là, quoi. Donc voilà, en gros, le petit scénario que je me raconte le soir pour arriver à dormir, et que je pourrais raconter à mes enfants pour les aider à dormir, concernant l'avenir du monde.